Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle comme vous le voyez à l'écran, puisque je vais vous faire une conférence ou plutôt une sorte de replay de conférence. J'ai fait une présentation dans un événement organisé par SEMrush et SEMJuice qui s'intitule Réussir sa stratégie web de A à Z. On était plusieurs intervenants et du coup j'ai terminé il y a quelques heures maintenant et je voulais vous refaire cette présentation en totalité et de manière plus détaillée parce que j'ai été un petit peu pressé par le temps lors de l'événement et je me suis dit en plus ce qui est bien en refaisant cette conférence eh bien c'est qu'on puisse échanger dans les commentaires, que vous puissiez voilà, voir les slides, voir comment voilà, j'ai peut-être abordé certains sujets pour qu'on puisse ensuite en débattre, en discuter ici ou là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, le replay officiel est sur la chaîne de SEMrush et de SEMJuice. Mais en tout cas, voilà, là on va prendre le temps, même on peut dépasser un petit peu. J'avais 20 minutes, là on ira peut-être à 30 minutes. Ça vous permettra de savoir de quoi j'ai parlé et peut-être d'avoir un petit peu plus mon fil de pensée pour chaque slide. Donc bonne écoute à vous et puis on y va quoi. Donc, comment développer étape par étape sa stratégie SEO on-site? C'était le titre de la conférence. J'ai voulu aborder trois grands axes. Un axe plus tourné sur justement la trame SEO, comment on fait une stratégie SEO, comment on la développe, etc. Donc, premier axe, 10 étapes d'une bonne stratégie SEO. Deuxième étape, partie technique, forcément, hein, on rentre dans le vif du sujet du on-site, et créer et optimiser ses contenus. Et la première étape, du coup, c'est de comprendre comment ça fonctionne le SEO, mais c'est surtout de comprendre dans quel sens on le fait. Il y a beaucoup de gens qui font les choses dans le désordre, qui vont faire certaines tâches directement sans passer par un audit, ou il y a des gens qui vont faire un audit et qui vont s'arrêter là et vont faire les recos et puis basta. Il y a plein de personnes en fait qui ont une manière de travailler voilà, propre à elles et qui n'est pas forcément, on va dire, ultra fiable. Je dis pas que ça donne pas de résultats, je dis juste que c'est pas forcément toujours rigoureux et c'est pas forcément une trame d'un consultant lambda. Et il est vrai que quand on est professionnel, on doit agir comme un professionnel lambda, quel que soit le métier. Et donc le métier de consultant, le processus du consultant doit être appliqué aussi au consulting SEO. Donc, les 10 étapes qui font qu'une stratégie SEO est une bonne stratégie. Déjà, avant d'aborder les 10 étapes, il faut que je revienne sur la pyramide du SEO. Donc, 3 piliers en SEO, technique, contenu, popularité. Pourquoi la pyramide du SEO? Parce qu'on bâtit la technique avant le contenu avant la popularité. Pourquoi ça? Parce que la technique permet aux moteurs et aux utilisateurs tout simplement de travailler avec notre site. On crée un contenant qui va pouvoir accueillir le contenu, du coup. Et le contenu, c'est justement faire une bonne stratégie, c'est essayer d'étudier un peu la demande, etc. pour proposer un ensemble d'offres à travers notre site. Donc de la valeur ajoutée, aider les gens, toutes ces choses-là, pour ensuite populariser cet ensemble technique plus contenu à travers le web, même en dehors du web, et c'est tout ce qui se trouve en dehors du site. Donc c'est pour ça que vous voyez à droite, on-site, off-site. On-site, c'est la technique et le contenu, le off-site, c'est la popularité. Du coup, si j'avance un petit peu, quelles sont les 10 étapes d'une bonne stratégie SEO? Eh bien, elles sont finalement assez classiques si on connaît le processus d'un consultant lambda. Si vous avez déjà fait appel à un consultant, ça passe toujours par 4 étapes. Ici, vous avez deux choses à voir sur cette slide. Le code couleur rouge, bleu, vert, noir qui correspond donc au process audit, stratégie, mise en œuvre, suivi, qu'on voit chez tout consultant. Et vous devez voir ensuite forcément les 10 étapes du SEO. Donc commençons déjà la partie audit qui est en rouge. Donc première étape, expression du besoin. Ici l'idée c'est lors de premier rendez-vous de savoir de quel site on parle. Alors ça peut être un site, ça peut être plusieurs sites. C'est savoir quelle est l'audience, c'est savoir quels sont les objectifs de l'entreprise, quelle est l'entreprise, quels sont les objectifs SEO, quelles sont les ressources en interne, quelles sont les ressources financières, les ressources humaines, matérielles. Bref, il y a tout un tas de ressources, tout un tas d'objectifs, tout un tas d'informations en fait que vous devez récolter. Et donc l'expression de besoin, elle est globalement là pour mettre du contexte et poser la question, pourquoi on fait du SEO?
C'est un peu ça le délire de l'expression de besoin. Et là, on est vraiment sur de l'analyse de base pour pouvoir mener sur l'étape 2, l'audit SEO, que vous connaissez sûrement, qui est un véritable état des lieux des 3 piliers du SEO, technique, contenu, popularité. On va prendre tous les points de ces 3 piliers. On va regarder du coup le site, comment il s'en sort avec ces différents critères. Et puis on va regarder aussi les statistiques. On va regarder aussi tout un tas d'outils éventuellement pour analyser la situation et on va prendre un maximum d'informations pour pouvoir ensuite prendre des décisions, c'est-à-dire voilà, on a constaté tel truc et tel truc sur votre site, vous voulez aller vers cet objectif, donc là le plan d'action, très clairement c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher et qu'est-ce qui va vous faire évoluer le plus vers votre objectif. Et donc on fait en gros une liste de critères, ceux qui vont être les plus impactants au niveau de la situation et qui vont nous mener donc vers la terre qu'on essaye de viser. C'est pour ça que d'ailleurs il y a le petit personnage à droite là qui essaie de regarder où va la terre. Et là on finit la partie audit, la partie analyse qui est en rouge. Et on passe à la partie stratégie. Et donc là, on a pris des informations, tout ça, on a fait un point. L'idée maintenant, c'est de bâtir une stratégie, c'est de faire un plan. Donc on commence avec 4 études du projet, des concurrents et du marché. L'idée ici, c'est je prends connaissance de l'entièreté du marché, qui est un certain périmètre. Dans ce périmètre, il y a des concurrents qui prennent des parts de marché, donc je vais étudier ces concurrents. Et ensuite, moi, je vais me poser et je vais me dire, bon, mon projet, il veut aller où? Il veut aller où? Quelle valeur j'ai? Quelles compétences j'ai? Quel service? Quel produit j'ai? De quoi je veux parler? Qui je veux aider? À quelle demande je veux répondre? Et voilà, est-ce que je vais prendre des parts de marché qui sont pas exploitées par mes concurrents? Est-ce que je vais justement être en frontal direct avec mes concurrents? Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on doit se poser sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut proposer, notre valeur ajoutée, enfin tout un tas de choses pour ensuite aller vers 5, une recherche de mots-clés qui est globalement la recherche de données palpables, de données concrètes, pour pouvoir se dire, bon voilà, il y a tant de personnes qui recherchent ça, voilà le volume, voilà la concurrence, voilà les annonces Google Ads, etc., etc. On priorise, on valorise les mots-clés, et puis on essaye de se dire, j'ai fait un état des lieux, partie rouge, j'ai fait un point sur ma société, les concurrents, le marché et les mots-clés, début de la partie bleue, faisons une stratégie SEO, point 6, création de la stratégie SEO, où là on va faire un mind map, un Excel, un document Word, enfin, bref, vous pouvez le présenter un peu comme vous voulez. L'idée en tout cas, c'est que ça vous parle et que vous puissiez ensuite mettre en œuvre une stratégie à la fois de contenu, à la fois des optimisations techniques, à la fois des actions marketing, de popularité qui vont booster votre site, booster votre marque. Tout dépend de vos objectifs, hein. Ça peut être améliorer le branding, ça peut être convaincre des investisseurs, ça peut être augmenter le trafic SEO, ça peut être augmenter la conversion, ça peut être amener des leads. Il y a plein d'objectifs différents. Et avec le SEO, vous pouvez répondre à énormément d'objectifs. Le tout, c'est d'avoir une stratégie, encore une fois, bien ficelée, qui est en phase avec votre projet, l'instant T, voilà, comment vous êtes, quoi, c'est un peu ça, quel est le contexte, et d'avoir étudié un maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions. Donc une fois que vous avez fini la partie rouge, audit, et la partie bleue, création d'une stratégie, eh bien, vous pouvez mettre en œuvre, partie verte, donc la création et optimisation de la technique, du contenu, de la popularité, donc des 3 volets du référencement, pour ensuite faire un suivi et des ajustements si nécessaire. Par exemple, si en cours de route, il y a certains trucs, on se dit, finalement, on va peut-être faire ça avant, etc. C'est à ce moment-là que vous pouvez le voir. Bien entendu que suivi ajustement, le suivi se fait un peu tout le long finalement, puisque ça reste aussi une gestion de projet, hein, le SEO. Donc de l'étape 1 à 10, il y aura des réunions, il y aura des discussions, il y aura tout un tas de choses pour permettre de développer correctement sa visibilité. Donc voilà pour les 10 étapes d'une bonne stratégie SEO. Et vous voyez que c'est assez classique, mais pour le coup, ce qui est important de retenir, c'est ce code couleur. Audit, stratégie, mise en œuvre, suivi, parce que vous allez l'utiliser tout le temps. Là, c'est sur une stratégie générale, donc avec plein de points, avec plein de grosses tâches, etc. Mais si on le pense sur un critère spécifique, par exemple les erreurs 404, mais ça peut être aussi, les données structurées, le HTTPS ou quoi que ce soit d'autre, c'est toujours pareil. Par exemple, audit des 404, c'est la première étape, audit. Ensuite, stratégie, plan de correction des 404,
mise en œuvre, on corrige en soi les 404, et suivi, bon, bah, je vérifie que mes 404 sont corrigés, et je vois si ça fonctionne, quoi. Et si le comportement que j'avais imaginé théoriquement, en pratique, il a été implémenté. Et tout ça, c'est toujours la même chose. Comme j'ai dit dans la conférence que j'ai terminée il y a quelques heures, c'est vous prenez votre téléphone ou même vous pétez votre télé ou je ne sais quoi, quand vous voulez résoudre un problème, vous passez toujours par ces 4 étapes. Vous cassez votre téléphone, vous allez casser par exemple la vitre et l'écran, donc vous allez prendre connaissance de ça, analyse de l'information, audit en fait de la situation. Mon téléphone est cassé, la vitre est pétée, l'écran est pété, c'est ce qu'il va falloir changer. Bah là, vous avez différentes stratégies qui peuvent se dessiner. La première, aller chez un réparateur. La deuxième, aller chez votre assurance. La troisième, acheter un nouveau téléphone. La quatrième, peut-être acheter l'écran, la vitre et le changer vous-même, ou quoi que ce soit d'autre. Et au final, voilà, vous allez choisir une stratégie en fonction de votre profil, si vous voulez vous embêter ou pas, si vous avez le budget ou pas, etc. Vous avez un certain contexte en fait. Et à partir de là, vous allez mettre en œuvre, vous allez tester votre stratégie et vous allez faire un suivi, vous allez voir si la stratégie a fonctionné. Et si votre écran et votre vitre de téléphone sont réparés, ben voilà, vous avez gagné. C'est pareil en SEO, c'est pareil dans tous les métiers, c'est pareil dans tous les problèmes que vous avez dans vie quotidienne. Il faut toujours passer par ces étapes et ça permet d'avoir une structure, d'être rigoureux et de faire les choses dans les règles de l'art, si je puis dire. Et c'est vrai que tout ce que je viens de vous présenter, ce premier axe, en SEO, ouais, je vois beaucoup de gens qui commencent à lancer direct des backlinks ou à faire quelques contenus, mais ils n'ont même pas fait une structure de site, ou j'ai des gens qui font l'audit, donnent des recos, puis s'arrêtent là. Bon, c'est pas toujours... c'est pas toujours ce qu'il faut faire. Parfois, dans certaines exceptions, quand il n'y a pas de budget et tout, on peut se le permettre peut-être quand on maîtrise le SEO, quand on a de l'expérience. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui commence, et bon Dieu que cette conférence était pour beaucoup de débutants, j'ai eu plein de messages suite à la conférence, on est voilà, sur des process qui ont besoin d'être posés dès le début, quoi. Donc voilà, j'espère que déjà cette première partie vous parle et vous donne quelques pistes pour peut-être améliorer vos process ou pour avancer en SEO. Maintenant, parlons du socle technique, donc la partie qui permet aux utilisateurs et aux moteurs de recherche, en gros, de travailler avec votre site et que tout fonctionne en fait sur votre site, de bien exploiter les choses. J'ai parlé de différents sujets de base, j'ai pas tout raconté dans la conférence parce que ça serait trop long, hein, j'avais que 20 minutes, faut reprendre le contexte, mais globalement, si on part déjà de la base, le domaine. C'est une des premières choses que vous allez commander une fois que vous avez fait un peu votre projet et tout. Donc le domaine, moi personnellement, j'adore créer des marques. Et du coup, le nom de domaine, c'est bien qu'il soit court, brandable et mémorisable. Parce que quand vous allez utiliser votre nom de domaine, par exemple, dans une communication, quel que soit, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur votre site, ça peut être dans une vidéo, ça peut être à la télé sur BFM Business ou je ne sais quoi, il faut que les gens puissent retenir le nom, il faut qu'ils puissent le partager, il faut qu'ils puissent l'avoir vraiment en tête et l'utiliser comme ça, quoi, en un claquement de doigts. Après, concernant les extensions et quelques petits trucs, on va dire, autour du nom de domaine, moi je pense qu'il faut aller quand même essayer d'avoir une bonne impression. Alors bonne impression, je dis pas qu'il y a des extensions qui te donnent mauvaise impression, c'est juste que il faut avoir une bonne impression dans le sens, il ne faut pas apporter de confusion. .com, .fr, c'est courant dans la tête des gens, on l'utilise depuis les années 90. Très concrètement, le .com, le .fr, bon, on sait que c'est un site relativement sérieux, etc. Le .bir, aujourd'hui, même si ça existe, même si ça ne va pas vous apporter de malus, de bonus en SEO, parce que toutes les extensions sont au même pied d'égalité, traitées au même pied d'égalité, c'est vrai que le .bir, déjà à l'oral, les gens au niveau de l'orthographe, ils vont peut-être se gourer. B-I-R-E, B-2-E-R, B-E-R. Voilà, c'est déjà un peu plus compliqué que le .com ou .fr qui est courant. .bir, si vous avez travaillé dans la bière, pas de problème, vous pouvez le prendre, vous pouvez tenter le truc. Mais c'est vrai que il faut avoir de la cohérence et faut éviter la confusion à tout prix parce que, encore une fois, si votre nom de domaine et son extension, du coup, n'est pas mémorisable et on ne peut pas travailler avec pour communiquer ou
que ça apporte, on va dire, des questions, bah c'est pas top. Un exemple que j'ai pris pendant la conférence, c'était un client récemment qui me disait qu'il avait le point CO, et qu'il a dû passer sur le point EU parce que le point co, les gens mettaient un M à la fin, ils pensaient qu'il avait oublié le M. Et en fait, non, c'est le point co, c'était comme ça qu'il avait commandé son nom de domaine. Donc, vous voyez, c'est un peu confus parfois dans certaines situations, et il faut le prendre en compte, même si ça n'a pas d'impact SEO, c'est bien de penser à tout ça parce qu'on fait du marketing. Faut pas l'oublier, ça, le SEO, ça fait partie du marketing. Extension géographique, ça peut être bien si vous ciblez un pays, donc .fr pour la France, .be pour la Belgique, .ch pour la Suisse, .co.uk pour le Royaume-Uni, par exemple. Et du coup, bah, vous visez tel pays, vous faites le site sur bah, le nom et l'extension de ce nom de domaine, quoi. Et ça, c'est pas mal pour faire un ciblage géographique pour une stratégie internationale. Et après, pour la majorité, on va dire, des autres cas, donc par exemple ciblage par langue ou autre, site vitrine, blog de base, etc. Bon, bah, les standards, .com, .net, les extensions génériques qui ne stipulent pas que c'est une zone géographique particulière, bah, ça peut être utilisé, c'est pas mal. Donc c'est clair que on ne prend pas un point RU pour la Russie quand on vise français de France. Voilà. Ça peut marcher, hein. J'ai déjà vu des cas, vous prenez Thomann par exemple, qui est un magasin de musique en ligne, vous allez voir leur nom de domaine, très concrètement, ils ont réussi à conquérir certains pays, même en ayant des extensions géographiques. Mais c'est vrai que c'est toujours plus délicat, toujours plus difficile, contraignant, même en termes de communication, de rassurer, quoi, d'être sûr que ce soit bien ça qu'on veut faire passer comme message, signaux auprès des moteurs de recherche. Donc voilà pour les extensions. Et puis dernière chose quand même, bien configurer ses DNS. Si vous avez aussi plusieurs domaines par exemple pour avoir toutes les extensions ou quoi que ce soit d'autre, bah, évitez de tout faire pointer vers le même hébergement parce qu'il y a certaines technologies. Bah, très concrètement, le site peut tourner sur tout plein de domaines en même temps et pour le même site en fait. Évitez les doublons quoi. Parfois, préférez plutôt les parquer, ne pas les faire pointer sur l'hébergement, ça vous évitera des confusions. Hébergement, un bon hébergement. Alors encore une fois, hein, contexte, hein, l'idée c'est de donner des pistes à des personnes qui débutent. Donc un bon hébergement, c'est un hébergement qui tourne 99,99% du temps. C'est toujours mieux quand le uptime il est là parce que très concrètement, si vous avez votre site qui tombe pendant quelques minutes, dizaines de minutes, et j'espère pas pour vous, des heures, voire même des jours, comme il s'est passé assez récemment chez un certain hébergeur, ça arrive à tout le monde, mais c'est dommage. Bah, c'est vrai que quand vous n'avez pas le uptime optimal, vous perdez de l'argent, vous avez potentiellement moins de leads, vous avez potentiellement moins de conversions, vous avez moins de trafic. Si vous êtes sur un serveur qui n'est pas forcément performant ou qui a une latence ou je sais pas quoi parce qu'il n'est pas dispo, entre guillemets, le serveur, ouais, c'est franchement pas top. Donc un hébergement, ça doit être stable. Un hébergement, ça doit pouvoir tenir la charge. Un hébergement, ça doit pouvoir avoir un uptime relativement élevé, proche de 100%. Le 100%, c'est compliqué. Le 99,99%, c'est possible. Qui est résilient en cas de problème? Ça aussi, c'est le critère d'un bon hébergement. Quand vous n'avez pas de backup, quand vous avez des problèmes comme il s'est passé chez OVH avec l'incendie, etc. Je suis désolé franchement pour eux, c'est une catastrophe, ça arrive, tant pis. Bah voilà, vous avez votre site qui est out pendant plusieurs jours si vous n'avez pas de backup ou si vous n'avez pas mis un miroir à un autre endroit que le data center de base qui tourne. C'est vrai que voilà, quand vous perdez votre serveur dans un incendie ou même dans un crash, un problème matériel, un problème logiciel ou quoi que ce soit d'autre, bah, c'est bien d'avoir mis des dispositifs de prévention pour être résilient et pour pouvoir revenir en ligne, hein, tout simplement. Donc ça, il faut y penser. Et du coup, ce qui me fait penser que votre site, votre hébergement, bah, configurez-les bien, quoi, ces trucs-là. Parce que si c'est pas bien configuré, vous pouvez avoir des trucs c'est un peu bancal, quoi. Et puis, ça peut vraiment vous attirer des ennuis à terme. Donc, soyez bien configuré et faites du sur-mesure pour votre projet. Parce que vous y gagnerez en optimisation, en performance, même en termes de contrôle, etc. Vous saurez en fait qu'est-ce que vous avez installé et tout avec un infogérant, un administrateur système. Et ça, c'est super important.
Donc du coup, tout ce qui est en dessous, c'est plus ou moins ce que je viens de dire. Mettez en œuvre toutes les technologies récentes, mettez à jour votre serveur le plus régulièrement possible, mettez des dispositifs de prévention pour contrôler la sécurité, mais aussi toute faille ou quoi que ce soit d'autre, hein. Et puis après, voilà, éventuellement en SEO, vous pouvez localiser votre serveur pour que les utilisateurs soient proches en fait de votre serveur. Donc si vous avez par exemple un ciblage pour la France, prenez des serveurs qui sont en France par exemple. Prenez pas un serveur qui est en Chine si vous visez des Français. C'est un peu dommage. Après, il existe des CDN, il existe des serveurs miroirs ou quoi que ce soit d'autre, mais voilà, enfin, soyez logique quand vous commandez un hébergement. Pour le SEO, un petit peu plus en détail, pour être plus concret, j'ai sorti quelques points. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Déjà, bon, on part d'une adresse définitive. On statue sur une adresse. Donc, https www.domaine.com. Voilà, j'ai essayé de choisir ça. Donc, je prends la version https avec le S et le sous-domaine W. J'aurais pu choisir blog, dev, quoi que ce soit d'autre. Dans tous les cas, on prend un certificat SSL puisqu'on est en HTTPS, un Let's Subscript gratuit ou un autre payant comme un Komodo ou autre. Et ensuite, on redirige tout ce qui est créé par défaut par les hébergeurs. Généralement, c'est les versions HTTP et les versions avec ou sans W en fonction de ce que vous avez choisi. En tout cas, c'est des versions qui sont non utilisées par défaut. Donc, on a choisi dans de l'étape 1 HTTPS avec W. Donc les versions HTTP sans W et avec W déjà doivent être redirigées en 301 vers le domaine qu'on a choisi. Et la version HTTPS sans W doit être redirigée aussi parce que voilà, sinon ça ferait 2 sites, voire 3 sites, voire 4 sites pour un même contenu et tout, et ça fait des doublons et en SEO c'est pas bon tout simplement. Si vous ne comprenez rien à tout ce que je viens de raconter et si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, que ce soit d'ailleurs pour l'infogérance comme le développement ou autre, faites appel à quelqu'un. Vraiment, vous gagnerez du temps, vous serez serein et vous pourrez vous focaliser sur votre activité. Donc faites appel à un infogérant administrateur système pour tout ce qui est hébergement, performance, optimisation, toutes ces choses-là, généralement ils connaissent bien. Parce que franchement, le forfait hébergement web plus mail plus domaine à 2,50€ par mois, j'en ai parlé dans un podcast récemment, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Vous n'avez pas de support réactif parce que 2,50€ par mois, même l'hébergeur en fait peut pas investir dans du support pour vous, c'est pas rentable. 2,50€ par mois, c'est des machines qui sont obsolètes ou sinon elles sont surchargées comme un âne, quoi. Donc une mule. Donc faites attention à ces offres alléchantes qui vous promettent performance, etc., etc. Et en fait, pas du tout au final. Il y a des moments où le site il est down, il y a des moments où il y a des problèmes de lag, des moments où vous allez avoir des problèmes, il n'y aura personne. Donc voilà, tapez plutôt dans le 15, 25, 30€ par mois. Là, vous aurez au moins un support et un bon site, voilà, un bon hébergement. Et puis après, quand vous commencez à faire du trafic et tout, éventuellement vous voulez faire des passages télé ou autre, allez voir un infogérant administrateur système qui vous fera une infogérance, un forfait infogérance, voilà, qui mettra à jour chaque mois les choses, s'adaptera à vos besoins, etc. Et aller par exemple sur du cloud privé VMware, des choses comme ça, avec une couche logicielle qui va contrôler en fait un ensemble de serveurs plutôt que d'avoir un serveur hardware dédié qui peut péter, quoi, très concrètement. Moi je préfère aller là-dessus maintenant. Quel CMS est bon pour le SEO? Il y avait Abdel qui faisait une conférence au tout début de l'événement de SEMrush et SEMJuice sur les CMS, qui était très bien d'ailleurs. Je me suis dit, bah tiens, je vais parler des CMS, mais je vais mettre l'angle SEO. Il en a parlé, Abdel, mais voilà, moi je voulais donner quand même mon opinion. Donc quel CMS est bon pour le SEO? C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, Moi j'ai marqué dans la slide, voilà, très clairement, on s'en fiche. Tant que la technologie n'est pas obsolète et qu'il y a quelqu'un pour la maîtriser et bien développer dessus, on peut y aller. Alors, n'est pas obsolète, c'est communauté active, c'est dès qu'il y a des bugs, des failles, tout ça, il y a des gens pour corriger, c'est le CMS se développe bien, etc. etc. Et il propose des choses correctes.
Quelqu'un pour la maîtriser et bien développer dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un développeur qui sait de quoi il parle, qui a de l'expérience, qui dès que vous lui demandez quelque chose, il trouve la solution ou les solutions pour pouvoir répondre à votre besoin avec sa technologie. Donc quelqu'un qui est sur PrestaShop, qui fait ça toute la journée et qui a codé je ne sais combien de fonctionnalités PrestaShop, débugué PrestaShop, il l'a retourné dans tous les sens, ça toujours plus efficace que si vous lui demandez d'aller sur un WordPress, très concrètement, et qui fait pas ça toute la journée. Donc voilà, ton adaptation des développeurs, essaye de lui dire, limite, un peu comme les rédacteurs, hein, où est-ce que tu es à l'aise. Vraiment, là, on va commencer un nouveau projet. Pour toi, où est-ce que tu es le plus à l'aise et qu'est-ce qui est adapté à mes besoins et où tu peux avoir le contrôle. C'est un peu ça le délire. Et d'ailleurs, deuxième phrase, hein, le tout est d'avoir le contrôle sur sa technologie. Le contrôle, c'est hyper important. Dès que vous allez vouloir modeler le site, que ce soit pour le SEO, que ce soit pour, je sais pas moi, de l'apparence ou quoi que ce soit d'autre, il faut que vous ayez le contrôle, il faut que vous puissiez faire les choses. Il y a des CMS aujourd'hui, propriétaires ou émanant de certaines sociétés qui font du laisser déposer, etc. Je ne vais pas citer de nom. On n'a pas le contrôle. Et c'est là le hic avec ces technologies-là. On peut faire du SEO avec ces technologies-là, mais on sera limité. On sera vraiment limité et quand on arrive à des niveaux très très ambitieux, notamment quand on fait des grosses marques et qu'on pense long terme, bah franchement ouais c'est pas adapté ces solutions là. Donc avoir le contrôle et quelque chose d'adapté à nos besoins, c'est très très bien, et bien faire attention à tout ce qui est les pratiques commerciales douteuses. Oui, on a un super CMS propriétaire qu'on a développé parce qu'on avait des demandes clients, machin. Ça cache souvent des choses, mine de rien. Donc attention aux dettes techniques, attention aux coûts exorbitants, attention à certaines pratiques commerciales. Ça se voit quand même encore beaucoup. Parlons maintenant un petit peu de crawl et d'indexation. Pour rappel, le crawl, eh bien, c'est un processus du moteur de recherche, une étape très importante hein, de son fonctionnement, hein, le moteur de recherche, qui consiste à explorer, découvrir de nouvelles URL. Donc le moteur de recherche, via des petits robots, va aller à travers le web de lien en lien et de page en page, du coup, pour découvrir des nouvelles URL et les mettre en file d'attente. En réalité, bon, il y a une file d'attente en théorie, ça se fait en vérité très très rapidement, ça se fait voilà, au fur et à mesure, in real time presque. Et du coup, le moteur de recherche, les robots, explorent les nouvelles URL, découvrent de nouvelles URL et les passent directement à d'autres processus. Et notamment, il y a voilà, scrapper, indexeur, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un processus d'indexation. L'idée, c'est quoi? C'est j'arrive sur une page de thomascubel.com, une page A par exemple. Bah, si cette page, elle m'autorise à la crawler et à indexer, à la copier dans mon index, eh bien, je l'indexe. Voilà, c'est ça l'indexation. Et donc, il va copier le moteur de recherche, la page A de thomascubel.com, dans son immense bibliothèque qu'on appelle l'index. Et c'est au moment où vous allez faire une recherche que le moteur de recherche va aller dans son index, dans son immense bibliothèque, retrouver la copie de votre page web A pour vous la restituer sous forme de résultat. Voilà, donc en gros, on est comme chez un... Ouais, dans une bibliothèque, quoi. C'est-à-dire, vous rentrez, vous toquez à la porte, voilà, donc la bibliothèque, il y a plein de livres, ils sont classés par thématique, etc., etc. Le documentaliste, le ou la bibliothécaire, voilà, est à l'accueil. Vous allez voir cette personne, vous lui dites, voilà, j'ai besoin d'un ouvrage qui va parler de musique. Il va vous profiler, il va vous dire, bah ok, quelle musique, c'est pourquoi? C'est pour de la théorie musicale, c'est pour en apprendre plus sur un certain chanteur, un certain groupe, c'est quoi votre besoin? Il va vous poser plein de questions et à partir de là, il va aller dans sa bibliothèque et il va aller chercher les documents qui correspondent à votre besoin, à votre demande. Eh bien, le moteur de recherche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a crawlé le web, il a scrappé, récupéré le web, il a copié, analysé, il l'a classé, organisé dans une immense bibliothèque, un index, et il va la récupérer des documents pour vous lorsque vous lui demanderez via la barre Google par exemple. C'est un peu ça le process. Et donc du coup,
crawl et indexation. Pour que le moteur de recherche travaille correctement avec votre site, forcément, on autorise déjà le crawl et l'indexation des pages pertinentes, celles où on veut que ça se positionne. Bon, voilà, hein, crawl, indexation, hop, on autorise. On interdit l'indexation, à contrario, des pages inutiles, et le mieux, c'est d'éviter d'en créer. Hein, pourquoi on aurait des pages inutiles sur un site? Tout simplement. Ensuite, il faut penser concevoir, intégrer et publier des pages de qualité, plutôt page par page, de manière artisanale, à se poser les bonnes questions, voilà, les pour qui cette page, etc., plutôt que générer des pages, automatiser, industrialiser. Quand on connaît bien le référencement, on peut faire de l'automatisation ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a énormément aujourd'hui de plugins, de librairies, etc., qui, là, en un clic, vous pouvez générer des dizaines, voire des centaines, des milliers de pages. Et elles ne sont pas travaillées, ces pages, en fait. C'est des templates qu'on répercute sur d'autres templates, etc., où il y a des fonctions et... Ouais, non, mais on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur la contenu. On n'a pas le contrôle sur... faut vraiment bien connaître le SEO pour travailler avec des trucs comme ça. Donc la génération de pages, méfiez-vous. Ça peut être dangereux, surtout quand vous débutez. Après ça, liez vos pages correctement en prenant soin de ne pas faire de pages orphelines, donc faire un bon maillage interne pour le coup. Ça veut dire, toutes vos pages pertinentes au moins doivent être dans la structure générale du site pour qu'on puisse y accéder et que les moteurs puissent y accéder. Ensuite, on évite tout ce qui est erreur 404, hein, on évite de supprimer des URL comme ça, des pages comme ça. Hein. Il faut toujours qu'on essaye d'indiquer au moteur qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc, vous pouvez faire des redirections, etc. Mais ayez en plus des liens qui sont à jour. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui suppriment une page A, par exemple, et puis ils vont dire, quand tu veux accéder à la page A, ça redirige vers B. Donc la redirection, très bien, elle est faite, mais alors du coup, il laisse les liens vers la page A. Non, désolé, vous mettez la page B. Toujours le chemin le plus court quand vous faites vos liens. Il faut que tous les liens qui sont sur votre site soient en énorme majorité en code 200, quoi. 404, 301, 410, toutes ces choses-là, faut pas les voir. Ça peut être en coulisses si quelqu'un demande l'ancienne URL, mais voilà, sur la structure générale du site, faut pas. Ensuite, la pagination, le moteur, il sait mieux gérer les paginations aujourd'hui, mais c'est quand même mieux de les déclarer parce que ça permet de donner des confirmations au moteur de recherche et ça leur permet de comprendre les séquences et de ne pas avoir d'ambiguïté. En fait, quand vous mettez des confirmations, même pour vous, vous avez le contrôle en fait. Et je vous ai déjà parlé de contrôle tout à l'heure. Le contrôle, c'est tout le temps SEO. Plus vous aurez le contrôle, mieux ce sera. Parce que plus vous avez le contrôle, plus vous savez ce qui potentiellement peut foutre la merde dans votre visibilité. Parce que si vous avez bien fait les choses partout, vous n'avez rien à vous reprocher en fait. Vous connaissez les points que vous avez à vous reprocher ensuite. Et c'est là où ça devient plus simple. Même, vous savez, hein, quand on a une pénalité ou même, je sais pas, il y a une mise à jour et puis poum, on se fait déglinguer. Quand on a le contrôle, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit, écoute, j'ai fait ça, ça, ça et ça, je sais qu'on est mauvais ici, et là, je pense pas qu'il ait pénalisé cet aspect mauvais qu'on a. Donc, c'est pas de mon ressort, c'est le moteur, c'est de son ressort, c'est lui qui a changé les règles. Voilà. Donc, le site, des fois, vous pourrez presque vous dire, quand vous avez un total contrôle, je suis, ce n'est pas de mon ressort, j'ai fait mon travail, je n'ai rien à me reprocher, avançons. Voilà, et là vous êtes carrément serein parce que vous savez que c'est le moteur peut-être qui a pété une pile ou le moteur qui a fait une mauvaise configuration ou peut-être qui fait un test ou quoi que ce soit d'autre. Après, voilà, hein, généralement quand on a le contrôle, on est plutôt stable et on monte bien. Donc voilà pour la pagination et puis le petit aparté. La canonical c'est pareil, vous pouvez l'utiliser la canonical pour qu'elle pointe vers la page directement, c'est-à-dire vous êtes sur la page A, vous pouvez mettre la canonical et puis indiquer cette même page A, qu'elle pointe vers elle-même. Mais par contre, quand vous faites pointer une canonical d'une page A vers, je sais pas moi, une page B, C ou D, pour justement, je sais pas moi, des déclinaisons de couleurs ou parce que vous voulez transférer la popularité sur une autre page ou quoi que ce soit d'autre, ouais, là il faut se poser vraiment des questions parce qu'en fait, la surutilisation de balises canonical, c'est pas bon. Quand vous utilisez trop de canonical et c'est des indices en fait les canonical. Le moteur de recherche n'est pas obligé de suivre
ces balises-là et les liens que vous proposez. Et donc vous n'avez pas le contrôle en fait sur ce qu'il va faire. Vous ne savez pas s'il va suivre la canonical ou s'il va donner la popularité à la page de la canonical comment dire, ou de la page où la canonical est modifiée quoi. Donc la surutilisation de canonical, moi je conseille pas. Je trouve que c'est une rustine, c'est pas bien. Ensuite, données structurées, ça c'est bien. Articles, product, organization, etc., etc. C'est bien pour baliser des informations importantes, des informations qualitatives, et ça pourra vraiment aider les moteurs de recherche à comprendre mieux vos pages et du coup à développer éventuellement des petits affichages assez sympas sur les SERP, tout simplement. Éventuellement, sitemap, bon, pour les gros sites, ça fait sens. Si votre structure de site est mal faite, ça fait sens aussi. Maintenant, sur les petits sites et tout, généralement, pas de problème, le moteur sait crawler, indexer sans problème, voire même il indexe trop aujourd'hui, même s'il était un peu feignant ces derniers temps, mais voilà. Sitemap, c'est pas forcément obligatoire, quoi. C'est pas ce qui fera votre SEO, c'est juste pour qu'il découvre vos URL. On avance, expérience utilisateur, j'ai mis un point là-dessus parce que tout simplement ça a été mis de côté pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, très concrètement, voilà, les algos, l'évolution du moteur, l'évolution aussi de la vision, du référencement, etc., bah, a changé. Et donc maintenant, bah, il est temps d'arrêter de faire de la bouillie, des trucs non UX pour moi. Et il faut se poser les bonnes questions, même si personnellement j'ai toujours fait ça pour les utilisateurs. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui se focalisent que sur le mechanical SEO, le SEO mécanique. Et voilà, la bidouille, s'en foutre de l'UX, etc. Bon, c'est pas trop mon credo, donc moi je vous pose une question, vous faites des sites pour qui? C'est tout. Google, c'est un médiateur, comme je le répète souvent dans le podcast notamment. Il y a de la demande, il y a des gens qui tapent des choses tous les jours sur Google, ils cherchent des choses. Et les résultats, c'est vous, les éditeurs de sites. Vous créez des pages, vous créez des sites pour pouvoir bien vous positionner. Mais au final, le moteur, il fait juste le passe-plat. C'est-à-dire qu'il va voir dans son index les documents web qui sont pertinents et populaires et qu'il a compris parce qu'il y avait une bonne technique. Et puis il va les envoyer sur la première page et puis les utilisateurs vont cliquer. Donc au final, c'est vraiment ça. Son rôle, c'est d'utilisateur à finalement utilisateur. C'est l'éditeur de sites, peut-être une marque, une entreprise, des gens qui ont fait des sites face à des gens qui recherchent des sites. Donc, utilisateur à utilisateur. Vous faites des sites pour qui? Pour des utilisateurs, pas pour Google. Google, c'est juste pour que puisse comprendre qu'on est pertinent, populaire, tout ça. C'est des signaux qu'on envoie, mais avant tout, c'est pour l'utilisateur qu'on fait les sites. Donc, critères expérience utilisateur, j'ai pas tout mis, comme tout le reste, mais voilà, si je devais en dire quelques-uns, des belles URL, LED, chiffre, tiré du 6, des mots, quelque chose de joli, quelque chose qui se retient même, ça peut être pas mal. Et pour le coup, pas de caractère accentué, pas d'espace, pas de caractère bizarre, des trucs comme ça, il faut éviter. Concernant tout ce qui est compatibilité navigateur, mais aussi résolution d'écran, etc., périphérique, ça doit être compatible mobile, tablette, desktop, toute résolution d'écran, pas avoir de bugs, fonctionnement parfait, comportement parfait, UX parfaite. C'est vraiment super important aujourd'hui. Focalisez-vous sur le mobile parce que de plus en plus le mobile est présent dans nos vies et en plus de ça, aujourd'hui les classements sont faits selon la version mobile. Donc il faut à tout prix faire ça, surtout qu'il y a le mobile index, le full mobile index qui arrive. On était en mobile first, il y avait encore le desktop. Là aujourd'hui on est quasiment en full, on n'a pas eu la déclaration, mais pour le coup on est quasiment en full mobile index. Ensuite, navigation claire, intuitive, un site intuitif, des cheminements bien pensés. Les cheminements, c'est quoi? C'est je suis sur une page A, qu'est-ce qui pourrait plaire à la personne qui visite la page A? Une page B, une page C, une page D. Voilà, c'est ça les cheminements. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a après. C'est un peu comme un jeu d'échecs qu'on anticipe. Contenu, comportement. Les comportements sont importants. Les contenus,
super accessible, super complet. On aide les gens, on essaye de leur mâcher le travail. Il faut qu'ils aient accès de l'information assez facilement. Tout ça, qu'ils comprennent vite et que on se mette à la place de plusieurs profils, de se mettre dans la tête de plusieurs profils, persona, pour essayer de répondre le plus favorablement possible à la question, à la requête. Intention de recherche, on pense comme ça. Et pour terminer, j'ai mis un peu à part un site rapide qui respecte les Core Web Vitals. Les Core Web Vitals, c'est quoi? En mai 2021, il y a une mise à jour qui va sortir, une mise à jour mineure, j'insiste là-dessus, c'est une mineure, on vous fait peur, c'est une mise à jour mineure, on ne pourra jamais prendre ces trucs-là, ces critères-là pour faire les résultats. Donc en mai 2021, mise à jour Page Experience, mineure, il y aura les Core Web Vitals qui seront pris en compte là-dedans. Les Core Web Vitals, c'est globalement ces trois choses-là, LCP, FID, CLS. Le LCP, Largest Contentful Paint, c'est le temps de chargement complet du contenu principal. Il doit être inférieur à 2,5 secondes. Le FID, First Input Delay, temps à partir duquel l'utilisateur peut interagir avec la page, par exemple cliquer sur un bouton, 100 millisecondes, voilà, c'est pas mal. CLS, Cumulative Layout Shift, score de stabilité visuelle d'une page, ce n'est pas un temps, c'est un score. C'est vraiment la stabilité visuelle, vous avez différents calques en fait, des layouts sur votre page, et globalement, vous arrivez sur le site, tout est en place et ne bouge plus jamais, c'est stable. Vous arrivez sur le site, ça bouge une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une sixième fois, une dixième fois, vous avez plein de blocs qui s'interchangent, etc. Et dès que vous faites un truc, il y a tout qui s'illumine. Ouais, non, c'est instable, c'est pas bon. Donc, vous voyez, un site en gros hyper rapide, hyper simple, hyper facile à utiliser, quoi. Et nous avons terminé avec la partie technique, en tout cas sur ces essentiels. Il y en a plein d'autres points, de critères, mais on ne peut pas rentrer dans tout. On va parler maintenant des contenus. Les contenus, comment les créer, les optimiser? Alors déjà, avant de créer les contenus, je rappelle, étude du projet des concurrents du marché, recherche de mots-clés, création de la stratégie SEO. Ça peut avoir une forme de mind map, ça peut avoir une forme d'Excel, de Word, de quoi que ce soit d'autre. Tout dépend comment vous travaillez, tout dépend de ce qui vous parle, encore une fois. Mais l'idée, c'est de faire comme l'architecte, de faire un plan, de penser sa maison, de penser son site avant de le bâtir. Parce que si vous n'avez pas de plan, en fait, vous allez aller dans un outil comme SEMrush, vous allez taper un mot-clé, ah tiens, j'ai trouvé ce mot-clé, tiens, je vais aller le faire, je vais aller sur le blog, ah mince, le deuxième mot-clé il aurait pu être lié dans un guide. Ah, puis le troisième aussi. Ah, puis je vais tout casser en fait. Et puis là, vous allez avoir des problèmes techniques, des redirections à faire, des problèmes d'URL, tout ça. Bon, faites le plan et ensuite exécutez le plan. Je veux dire, c'est exactement pareil qu'une maison pour le coup. Si vous faites pas de plan, vous commencez par, je sais pas moi, faire un mur et puis vous vous rendez compte que vous êtes chez le voisin, désolé, non, ça ne va pas. Donc faites l'architecte maison avant de bâtir, le plan de la maison avant de la bâtir. Ensuite, quand vous voulez bâtir, eh bien, bien entendu, il y a tout un tas de trucs techniques, faire des super templates, faire des trucs du X, des blocs, des trucs comme ça, mais voilà, en ce qui concerne le contenu qui est pas mal regardé par les moteurs de recherche et qui est croustillant et qui permet de pousser, title déjà. La base title, elle est présente dans la partie head d'une page HTML, toutes les pages HTML. Elle n'est pas vue quand vous regardez votre navigateur, quand vous naviguez sur les sites, vous la voyez pas, cette balise. Il faut vraiment aller dans le code. C'est le titre du document HTML. Et le titre, généralement, est repris, quand Google le veut, dans le snippet que proposent les moteurs de recherche, et notamment Google. Là, je vous ai mis un exemple avec une flèche rouge. J'ai mis Thomas Kubel-consultant SEO. C'est ça, du coup, qui s'affiche sur Google pour ma page d'accueil. En SEO, il peut y avoir plein de choses autour de la balise title, mais globalement, un titre explicite en rapport avec le contenu de la page, mettre la requête le plus à gauche possible parce que les gens tapent une requête, ils aiment bien l'avoir dans le title, et puis en plus, il paraît que ça pousse un peu plus. Voilà. Il y a des études qui montrent ça. Ensuite, le titre croustillant, pour que les gens cliquent, augmenter le CTR, voilà, c'est toujours assez bien pour se démarquer de la concurrence. Et puis, soigner la présentation des 5-6 premiers mots qui ne sont pas tronqués, puisque vous pouvez faire long et puis être tronqué par Google, parce que c'est ce qui s'affiche sur la SERP tout simplement, et il faut se démarquer encore une fois. Méta description,
c'est exactement la même chose que pour le title. On attire l'œil au maximum, on met le mot-clé le plus à gauche possible, on essaie de se démarquer avec sa description en termes de ton, etc. Généralement, une phrase d'action, une phrase de description, ça marche pas mal. Phrase d'action, c'est quoi? C'est découvrir sans plus attendre mon super document. Description, c'est décrire rapidement ce qu'il y a dans le document. Voilà. Donc par exemple en dessous, un des meilleurs leviers marketing pour monter sa visibilité sur Internet, découvrez le SEO et propulsez votre site avec un consultant à votre écoute. Voilà, bon, c'est pas la meilleure, mais c'est la mienne. La description, pareil, c'est dans la partie aide du code, ça ne se voit pas. Par contre, le moteur de recherche, lui, quand il analyse votre code, il la ressort et il la met dans le snippet. C'est vraiment les deux balises qui ne se voient pas, qui peuvent éventuellement se voir en fonction des navigateurs, mais voilà, on n'y fait pas spécialement attention quand on navigue. Autre chose, les headings, les balises de titrage. Alors les balises de titrage, on en a partout, hein. On en a dans tout document, un document PDF, un document Word, un document HTML, voilà. On fait des titres, même dans les livres. Quand vous êtes dans un livre, vous avez un sommaire, etc. Et le sommaire est basé sur les titres. Vous avez des titres, des intertitres, des sous-titres, etc. Voilà, les H1, H6, c'est des balises de titrage. Donc, c'est à mettre au niveau du contenu principal d'une page HTML. Ce qu'il faut retenir, c'est que le H1, c'est une balise qui montre que le contenu à l'intérieur, c'est important, que c'est un titre important. Et l'H6, c'est moins important. Et vous avez le dégradé entre H1 et H6. H2, c'est moins important que H1. H3, c'est moins important que H2, etc. etc. Donc, c'est pas une histoire de taille de police, c'est une histoire d'importance. Le H1, je me focus un peu là-dessus, c'est le titre de la page généralement. Alors il y en a qui disent qu'il n'en faut qu'un par page, etc. Moi je vais en prendre qu'un par page. Voilà. Mais en tout cas c'est le titre de la page. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc si vous êtes sur une fiche produit, ça va être généralement le nom du produit avec la marque et tout. Si vous êtes sur un article blog, ça va être le titre de l'article de blog. Le H1, je sais pas, sur l'accueil, ça peut être voilà, le titre qui présente l'accueil ou qui présente l'entreprise ou la marque. Voilà. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, il faut que ça ait une certaine cohérence. C'est comme la une d'un journal ou d'un article de journal. Ça doit être impactant, ça doit dire plus ou moins ce que contient la page web, ça doit inciter à lire la suite. Et en même temps, on pense un peu ici, on essaye de mettre le mot-clé précisément ou des synonymes autour du mot-clé pour que ça veuille dire la même chose. Et généralement, je dirais que le title et le H1 jouent un peu ensemble. Ils se complémentent, ils doivent dire plus ou moins la même chose, ils doivent aller dans le même sens. Tout doit aller dans le même sens. Title, ta description, headings, le contenu, tout doit aller dans le même sens. Si vous avez des incohérences, ça va pas. H2 et H3, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est généralement pour les sous-titres principaux et pour les niveaux où vous voulez développer en fait. Quand vous avez un sous-titre, vous allez faire votre développement avec des arguments, tout ça. Vous allez avoir un plus petit titre, quoi. C'est généralement du H3. Tout ce qui est H4, H5, H6, c'est potentiellement utilisable, mais on l'utilise quand même beaucoup moins. Donc H1, titre de la page, H2, grands axes du document, là généralement 3-4, H3, c'est les titres en fait des H2. Un exemple, titre H1, comment écouter les podcasts de Thomas Kubel. Voilà, c'est le titre de ce tutoriel magnifique. Vous voyez le sommaire. On peut imaginer donc un développement entre chaque titre. Donc, comment écouter les podcasts de Thomas Kubel? 3 axes. Tout d'abord, démarrer Spotify, Google Podcasts ou iTunes. Donc, c'est le premier grand axe. Deuxième grand axe, H2, faire une recherche pour Thomas Kubel. Troisième grand axe, s'abonner et lire le podcast de Thomas Kubel. Et donc là, on a réussi à écouter les podcasts de Thomas Kubel. Donc, vous voyez que on a le titre H1, 3 axes qui sont les grandes étapes, et à l'intérieur du premier axe, là, démarrer Spotify, Google Podcasts et iTunes, vous avez une précision pour Spotify, pour Google Podcasts, pour iTunes. On va lancer chacune des applications une par une dans un sous-titre secondaire. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit penser son site comme un sommaire de livre et ses contenus comme le découpage d'un chapitre. D'ailleurs, quand vous faites vos mind maps, un bon exercice, c'est de faire des bullet points et d'essayer de faire une espèce de sommaire de livre. Ça peut aussi vous aider en termes de forme. Contenu principal, pour terminer,
Le contenu principal, j'ai entendu tout un tas de choses, que ce soit de la part de rédacteurs SEO, de spécialistes du SEO, de clients, de tout un tas de gens en fait. Moi personnellement, j'avais beaucoup de règles il y a quelques années et les règles en fait, je les ai revues en fait et j'ai diminué le nombre pour essayer de simplifier les choses parce que je trouvais qu'on complexifiait trop les choses alors que c'est assez simple. Un exemple, par exemple, souvent aberrant, le nombre de mots. On dit parfois cet article doit absolument faire 500 mots pour se positionner et être optimisé SEO. La réalité, en fait, c'est que le nombre de mots n'a rien à voir avec être pertinent. Vous pouvez faire de la bouillie et faire 2500 mots, ça ne se positionnera pas forcément, parce que c'est de la bouillie. Par contre, ce que je sais, c'est que en moyenne, lorsqu'on veut relativement faire un bon contenu, quand on est sur du 1500 mots ou du 2500 mots, eh bien, la probabilité qu'on aille un petit peu plus dans le détail, qu'on amène du coup un petit peu plus de pertinence, qu'on soit un petit peu plus spécialiste, expert du sujet, eh bien, est un peu plus forte. Donc du coup, forcément qu'un contenu long peut mieux se positionner. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'un 500 mots, ça ne va pas se positionner, un 300 mots ne va pas se positionner, un 200 mots ne va pas se positionner. Très concrètement, ça veut dire que le nombre de mots n'a rien à voir là-dedans. Voilà. C'est juste qu'il faut s'adapter au sujet qu'on veut traiter. Quelque chose qui nécessite d'en dire beaucoup pour qu'on comprenne, bah on va en dire relativement beaucoup. On peut synthétiser tout ça, mais voilà, on peut aussi se faire plaisir et en dire beaucoup. Donc moi aujourd'hui, je dirais simplement, bon, nombre de mots, tout ça, c'est pour des aspects, on va dire, administratifs, facture de vie, chiffrage, tout ce que vous voulez. Moi, je vais être simple en tout cas sur comment on fait du SEO. Déjà, dans un premier temps, répondez à la demande de l'utilisateur de la manière la plus professionnelle possible. Comme un vendeur de magasin. Quand vous allez dans un magasin, vous êtes au niveau d'un produit, vous voulez en savoir plus sur ce produit, bah, le vendeur, si vous allez le voir, il va vous expliquer ce produit-là. Vous allez dans un rayon, vous avez 10 modèles devant vous, vous ne savez pas lequel chercher, vous êtes un peu perdu, bah, il va vous présenter le top du top, le rapport qualité-prix d'un côté, ensuite il va vous expliquer un peu comment ça marche, tout ça. C'est un peu plus large. Et si vous voulez poser une question du genre je raconte ma vie, j'ai un problème, etc., eh bien il va vous dire quoi faire. Donc c'est le vendeur de magasin qui est le meilleur vendeur de magasin du monde. Pour un e-commerce, ça va être commercial, pour un blog, ça va être éditorial, pour tout ce qui est comparatif, ça va être essayer de faire une investigation commerciale pour proposer du coup un top du top, etc., etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre à l'utilisateur, il faut répondre à sa demande, il faut comprendre son intention de recherche pour lui répondre le plus précisément possible et qualitativement possible. Également, utiliser des images, des vidéos, le content marketing, tout ça, c'est un vrai plus. Ça vous permet de développer votre marketing de manière générale, votre marketing digital, de vous faire distribuer, d'avoir des backlinks, de vous faire voir, d'améliorer votre branding, d'améliorer votre SEO, d'être fun, d'avoir une bonne UX, d'avoir plein de trucs. Donc, allez vraiment vers tout ça, en plus du contenu SEO de base, qui est le texte, souvent, qu'on présente souvent parce que le moteur, c'est ce qu'il comprend encore le mieux. Pour terminer la conférence, petite méthodologie pour les initiés au SEO mais qui ne sont pas non plus des référenceurs. Comment créer un bon contenu? 6 étapes. Étape numéro 1, tapez la requête que vous souhaitez positionner, par exemple recette de gâteau au chocolat. Regardez les snippets concurrents et élaborez le vôtre. Donc vous regardez les différents snippets, title, métadescription, éventuellement les données structurées, tout ça, fonctionnalité Google, pour voir sur recette de gâteau au chocolat comment ça se présente au niveau de la page de résultats. Donc vous regardez comment vous démarquer, comment élaborer le vôtre. Ensuite, étape 3, ça c'est le plus important, vous ouvrez les pages de vos concurrents qui sont bien positionnés, éventuellement qui restent dans le temps, et vous essayez de noter les notions qui reviennent et qui sont en commun sur toutes les pages, ou une majorité de pages en tout cas. Donc quelles idées reviennent le plus, quels blocs reviennent le plus, des blocs vidéo, des blocs texte, des blocs ingrédients. Pour recettes de gâteau au chocolat, vous allez toujours avoir des ingrédients sur les recettes, vous allez avoir des step by step, du matériel, éventuellement des photos, des avis, des choses comme ça. Donc comment sont faites les pages des concurrents? Qu'est-ce qui pourrait faire en fait que Google veuille présenter ces résultats-là et qu'il faille un template particulier ou des notions particulières. Et ensuite,
Vous élaborez votre page en prenant en compte les infos que vous avez notées avant. Donc ça montre que vous adhérez à la requête, que vous êtes dedans en fait. Et de l'autre côté, donnez un plus. Donnez votre expertise, donnez votre originalité, votre recette à vous, par exemple, pour le gâteau au chocolat. Et après ça, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez donc faire une super intégration, optimiser avec des outils comme Your Text Guru, par exemple, que je recommande fortement. Et vous pouvez publier la page, voir comment ça se positionne. Et si vous voulez améliorer le positionnement, soit vous faites des ajustements éditoriaux, soit vous faites des backlinks pour amener de la popularité, que ça pète et que ça monte bien. Soit après, il y a peut-être un autre problème technique, maillage interne, quoi que ce soit d'autre, mais en tout cas, faites des ajustements. Pour conclure sur cette conférence SEO On-Site, faites un bon site, soyez-en fiers, c'est vraiment le plus important. Et normalement, tout se passera bien pour vous si vous êtes curieux, si vous voulez avancer correctement, etc. Voilà, je vous remercie. Et puis, bah, bon, là, c'est la fin de la conférence. thomascubel.com, consultant SEO formateur, mais vous êtes sur ma chaîne, donc vous devez connaître quand même le petit animal. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, je mets questions quand même. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires YouTube, vous avez les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. Les slides de la conférence sont en description sur SlideShare. Vous pouvez les regarder. Et puis, voilà, j'essaierai de répondre à toutes vos questions en espérant que cette petite conférence destinée aux débutants en SEO et qui s'intéressent au SEO On-Site, eh bien, vous ait plu. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, déclencher la cloche des notifications, commentaires, tout ça. Hein. C'est comme d'habitude un super plaisir de vous donner des petites nouvelles comme ça en vidéo. Allez, ciao ciao, à bientôt.